La justice médiatique, eh bien, on va en parler ce matin, mais on va aussi parler eh bien, de la croissance, des revendications catégorielles, et puis de la marche de la majorité présidentielle qui est faite de plusieurs partis, comme vous le savez. Et c'est avec Marc Fesneau que nous sommes ce matin, qui est député du Loir-et-Cher et qui est président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Marc Fesneau, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les studios du Figaro. Merci. Alors je parlais de justice médiatique, notamment pour le cas de Gérald Darmanin, qui n'est même pas mis en examen. Vous réclamez, vous aussi, sa démission du gouvernement? Alors, certainement pas. Moi, vous avez raison de dire, de parler de justice médiatique, et je pense qu'il n'y a pas de bonne justice si c'est une justice médiatique. Il n'y a pas lieu sur des affaires comme ça, comme sur les autres d'ailleurs, ça soit publiquement et par les médias interposés que les choses se traitent. Là, il n'y a pas, comme vous l'avez dit, une mise en examen. Deuxièmement, c'est une procédure qui est ouverte automatiquement sur des faits comme cela. Il faut laisser aussi faire la procédure contradictoire. Voilà. Alors, il y a un autre sujet qui pourrait être réglé dans la journée. Alors là, il ne s'agit pas uniquement de justice médiatique, il y a de la politique. Il y a une décision de justice en première instance qui a été donnée contre Mathieu Gallet, qui est le PDG de Radio France, pour favoritisme quand il était à la tête de l'INA. Est-ce qu'à votre avis, cette condamnation en première instance fait qu'il ne peut plus diriger Radio France? Ça pose forcément une question. Le CSA est saisi de la question, puisque c'est lui qui va rendre sa décision. Oui, mais la ministre de la Culture s'est déjà prononcée. La ministre de la Culture s'est prononcée en pensant que c'était intenable comme situation. C'est pas un peu rapide comme jugement? Je pense qu'en tout cas, il faut laisser faire le CSA. On ne peut pas dire à la fois qu'il faut laisser les organismes ou les autorités indépendantes faire leur travail et en même temps ne pas interférer trop forcément. Mais en tout cas, il y a une question qui est posée. On verra ce que dira le CSA là-dessus. S'il est maintenu dans ses fonctions, c'est un désaveu vis-à-vis du gouvernement de la part du CSA. Enfin, il y a des autorités indépendantes. Donc le gouvernement peut dire des choses, le CSA porte sa parole. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, on voit que la croissance, l'INSEE nous le dit, revient à 1,9 cette année, peut-être plus que 2 l'année prochaine. Et il y a des revendications catégorielles. C'est lié les deux? Alors les hôpitaux, les prisons, les EHPAD. Quand on revoit les revendications qui pour beaucoup sont légitimes, d'ailleurs le gouvernement ne dit pas autre chose, c'est aussi la sédimentation d'un certain nombre de revendications qui n'ont jamais été satisfaites depuis des dizaines d'années. En fait, c'est des années d'immobilisme. C'est des années d'immobilisme et de non-réponse, et avec un point de rupture qui est atteint sur les EHPAD, pour connaître un peu la situation, un point de rupture qui est atteint dans les prisons avec des phénomènes aussi qui se deviennent de plus en plus violents. Et forcément, comme on a le sentiment qu'il y a de la croissance, qui est vrai, qui revient, on peut donner le sentiment et vouloir ouvrir les choses sur ce champ-là. Vous disiez connaître les EHPAD, effectivement, vous avez été élu local longtemps. C'est un vrai défi qui est posé à notre société, là? Oui, c'est un défi de la transformation. Donc les EHPAD, c'est les organismes, je dis à nos auditeurs, les organismes qui accueillent les personnes en situation de dépendance. Voilà, maison de retraite, souvent comme on dit plus communément. Il y a une situation qui est difficile. Les gens qui viennent dans les EHPAD sont beaucoup plus âgés, ils arrivent dans des situations personnelles qui sont beaucoup plus dépendantes. Donc ça nécessite des personnels qui sont beaucoup plus mobilisés, beaucoup plus sollicités, et donc c'est beaucoup plus difficile comme condition de travail. D'ailleurs, beaucoup d'EHPAD ont du mal à accueillir, à faire front et à trouver des salariés, tout simplement. Et cette situation fait que les moyens, le ratio d'encadrement pour ces personnes-là, il a nécessairement besoin d'être plus élevé. Pour des gens qui sont en situation d'Alzheimer, je crois que c'est plutôt une personne, 2 encadrants, et on voit bien qu'on a du mal à faire face à ça, et donc il y a un besoin évident dans les EHPAD. Nicolas Sarkozy, quand il était aux affaires, disait il faudrait peut-être créer une 5e branche de la sécurité sociale pour justement cette mission-là. Vous êtes d'accord? En tout cas, il y a une question de financement de tout ça. On voit bien que la dépendance, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Il y a une question de la dépendance. On a fait le choix de maintenir les gens à domicile jusqu'au dernier moment, qui était plutôt un bon choix, je crois. Et puis quand ils arrivent dans ces structures-là, ils sont en situation de grande dépendance et donc le coût est très élevé. Et on voit bien qu'il y a un sujet de financement en particulier avec les départements. C'est une question qui sera posée devant nous. Là, il y a des mesures, à mon avis, structurelles, conjoncturelles qui vont être prises, et puis il y a des questions structurelles qu'il faudra poser parce que ce sont des dépenses qui vont être croissantes. Ce n'est pas des choses qu'on peut forcément contenir. Si on veut répondre aux défis des agents et des personnes qu'on accueille. Pour autant, la popularité du gouvernement peut être maintenue. On voit quand même que ça bouge un peu dans le pays. Là. Oui, je crois qu'il y a des nuages quand même au-dessus de la tête du gouvernement. Gouverner, c'est gouverner avec des nuages. J'ai jamais cru que nous aurions plein soleil pendant 5 ans. C'est normal, c'est l'exercice du pouvoir, c'est un exercice. Vous êtes inquiet? Non. Non. Toujours optimiste. Oui, parce que c'est pas par optimisme béat, c'est simplement, je pense que le gouvernement est au rendez-vous des réformes. On a ouvert des tas de chantiers. Et c'est vrai que voyant que le gouvernement ouvre des tas de chantiers, sous l'impulsion du Premier ministre et du Président de la République, les gens ont envie qu'on réponde à un certain nombre de questions. Et toutes les questions qui sont posées sont des questions qui n'ont pas été réglées depuis 10 ans. Alors après, juste un mot sur la croissance. Parce qu'on dit qu'on va avoir des moyens supplémentaires, puisqu'on aura des recettes supplémentaires. Simplement, on a un déficit toujours important et une dette qui est très lourde, de plus de 2000 milliards d'euros, largement plus de 2000 milliards d'euros. Donc là, je vois bien certains qui vont nous dire vous avez une cagnotte. Mais il n'y a pas de cagnotte quand vous avez de la dette ou du déficit. Il faut réformer quand même. En même temps, il faut réformer et en même temps, il faut répondre aux défis, ceux des prisons, ceux des EHPAD,
des maisons de retraite, la situation de dépendance et des tas d'autres défis. Dans ces circonstances-là, vous êtes clairement dans la majorité, toujours? Sans aucune difficulté et sans aucun état d'âme. On est dans la majorité, on porte un programme. Et je pense que les gens reconnaissent à la fois l'esprit de réforme, qui est profond, et le fait que nous tenons les engagements qui sont les nôtres. Après, il y a des engagements, puis il y a des épisodes qui arrivent et qui font qu'on doit faire évoluer les politiques. Vos camarades de La République En Marche vous considèrent comme 100% de la majorité? Il faudrait leur demander à eux. Le dialogue est parfait avec M. Ferrand, qui dirige le groupe à l'Assemblée nationale. Oui, le dialogue est très bon avec Richard Ferrand. Et entre députés aussi, puisque sur les textes, nous nous saisissons. On a fait une réunion commune la semaine dernière sur asile et immigration. Et je trouve que c'est bien qu'on multiplie les points de rencontre, parce que pour beaucoup d'entre nous, nous ne connaissions pas. Donc il y a besoin de se connaître pour travailler ensemble. Alors, ça bouge un petit peu, on va dire, dans la majorité cette semaine, puisqu'on découvre que l'UDI, par la voix de Jean-Christophe Lagarde notamment, eh bien, souhaite opérer un rapprochement avec La République En Marche. Comment vous regardez ça? D'abord, il faut toujours regarder avec bienveillance ceux qui ont envie de travailler avec vous. Après, il viendra quand même un moment de clarification, parce que Jean-Christophe Lagarde, à juste titre, a indiqué qu'ils allaient soutenir dans les 2 partiels qui viennent, en Haute-Garonne et en Guyane, si j'ai bonne mémoire, des candidats de La République En Marche, ce qui n'est pas le cas des partiels que nous avons vécu dimanche dernier. Notamment dans le territoire de Belfort. Par exemple, dans le territoire de Belfort, où nous avions un candidat Modem, et qui a des chances quand même, je pense, en cas qui a fait un bon score. Et dans une future partielle aussi, je crois, qui est dans le Loiret. Dans le Loiret. Où ils vont soutenir le candidat des Républicains. Comment vous voyez tout ça? Mais je pense qu'il y a besoin, c'est ce que je dis, de clarté. Vous ne pouvez pas à la fois soutenir des candidats, et ils ont bien le droit, qui se situent principalement dans l'opposition, et qui affirment une opposition à la politique gouvernementale, et dans le même mouvement, le en même temps là est compliqué à tenir, dans le même mouvement soutenir des candidats. Qu'est-ce que vous demandez à Jean-Christophe Lagarde? Peut-être qu'on clarifie les choses. Moi, je comprends d'ailleurs les interrogations qu'il a sur l'alliance historique qu'ils avaient avec les Républicains. Il a clairement affirmé qu'il ne souhaitait plus d'alliance avec les Républicains. D'appareil. D'alliance d'appareil. En même temps, des élections législatives partielles ou de grande ampleur, c'est pas qu'une question d'appareil, c'est une question politique. Qu'au local, il puisse y avoir, on puisse travailler les uns avec les autres. Nous, on a toujours été allant à l'idée qu'on pouvait dépasser les clivages. Mais enfin, quand même, à un moment, on est dans la majorité, on est dans l'opposition, et donc on ne peut pas à la fois soutenir des candidats qui se tiennent dans l'opposition et ceux qui se tiennent dans la majorité. Donc la clarification pour lui, c'est il faut aller plus loin. Je veux dire, pour vous, de ne pas faire d'exception. J'aurais envie de dire un petit effort quand même de ne pas faire clarification. Mais au moins qu'on dise, on ne peut pas soutenir, je répète, des gens qui sont dans la majorité, des gens qui sont dans l'opposition. Ils ne vont pas siéger sur les mêmes bancs. Donc il y aurait des candidats soutenus par l'UDI qui siégeront dans l'opposition et soutenus par l'UDI qui siégeraient dans la majorité. Vous voyez la contradiction quand même. Ah non, il n'y a aucun ultimatum. Mais je pense, le mouvement est intéressant, c'est un signe qui est envoyé, donc c'est plutôt un bon signe. Simplement, je pense qu'il faudra aller plus loin et clarifier la position. Ce sont vos frères ennemis? Ah non, c'est des frères, c'est des cousins, c'est tout ce que vous voulez, ce sont les centristes. Ça a toujours été compliqué quand même. Ce sont les centristes dans leur, comment dirais-je, leur complexité, ceux qui connaissent un peu ce monde comme vous, connaissent les difficultés qu'ont toujours les centristes à se rassembler. En même temps, je crois, et c'est pour ça que ce mouvement est intéressant et positif, et je le salue, c'est que globalement, la politique qui est menée par le gouvernement, globalement, la ligne qui est choisie par Laurent Wauquiez, elle devrait amener ces centristes-là aussi à travailler avec nous. Le Modem, qui était un tout petit parti, a trouvé un espace et puis un rayonnement tout à fait inédit dans son histoire, on peut le dire. Est-ce que vous pensez que c'est pérenne? Comment vous allez faire pour maintenir cet élan? Alors d'abord, c'est vrai que c'est un mouvement qui a pu avoir des épisodes électoraux difficiles, mais tout ça, c'est quand même le fruit d'un long travail de François Bayrou pour ancrer cette famille politique dans son indépendance et porter un certain nombre de valeurs qu'on retrouve aujourd'hui dans la politique menée par le gouvernement. Comment poursuivre le travail? C'est de faire en sorte que nous soyons fidèles aux engagements qu'on a pris devant les Français aux législatives et par ailleurs que nous fassions notre identité, défendre notre identité sur la décentralisation, sur le volet social, sur le projet de société, sur le projet européen. Sur la décentralisation, il est souvent attaqué, le président de la République, avec l'ancienne qui consiste à dire c'est le président de Paris, c'est un jacobin, et il délaisse la province où il ne la connaît pas. Votre réponse? Comme vous dites, c'est un peu une ancienne. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de répéter 10 fois qu'on ne connaît pas les territoires et qu'on ne s'en préoccupe pas pour que ça soit une vérité. Tous ceux qui viennent nous donner des leçons de présence des services publics, de présence des activités économiques, on aurait aimé les voir avec le même dynamisme et la même volonté quand ils étaient au gouvernement. Je leur en fais pas grief, mais il ne faut peut-être pas qu'ils viennent nous donner des leçons. Ça me paraît un peu malvenu. 3, je crois que le président de la République est très soucieux de ces questions territoriales et nous verrons le débat sur les affaires institutionnelles. L'ouverture qu'il a pu faire sur l'article en particulier 72 de la Constitution pour la capacité donnée au territoire de se saisir de questions réglementaires, de pouvoir adapter le droit localement
pour tenir compte de la situation ici des montagnes, ici des côtes, ici des aspects insulaires. Moi, je trouve que ça va dans le bon sens. Et c'est bien, ce mouvement-là, c'est bien un mouvement de confiance envers les élus locaux. Alors, justement, vous avez une ministre, Madame Gourault, qui est appelée Madame Corse, en fait, qui est la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, chargée du problème corse. Le dossier corse va venir d'actualité. Il est d'actualité, mais la semaine prochaine, le président de la République va sur place. Comment gérer les revendications de plus en plus incisives des nationalistes corses qui sont majoritaires dans l'île? Alors on a aussi Geneviève Darrieussecq qui travaille auprès de la ministre des Armées. Mais pas dit tout le monde. Jacqueline Gourault, elle a une mission importante autour de la Corse. Moi je pense qu'il faut à la fois que des territoires, la Corse et d'autres. Enfin, la Corse ne fait pas exception à cette question. Il y a des territoires qui ont besoin de porter une culture, une identité particulière. Et je pense que peut-être on a trop, dans les années qui viennent, les années précédentes, un peu bridé cette idée de il y a une identité qui est propre à ce territoire, comme les Catalans, comme les Basques, les Béarnais. Mais jusqu'où Mais on est quand même dans une république et une nation. Et donc il y a des questions qui me paraissent être de remise en cause de ça qui ne pourraient pas aller, à mon avis, à leur terme. Et puis deux, il y a une question pour les Corses, et je crois que c'est ce qui est réclamé, c'est de se saisir de la question du développement économique, de la question de l'urbanisme, de la question des transports, qui est une question importante, très importante en Corse, de la question des services publics et des coûts de ces services dans ce territoire. Et je pense qu'il faut leur donner tous les moyens pour qu'ils puissent en prendre en main leur destin. Ils ont souvent reproché à l'État d'être trop présent sur ce territoire-là. Ils vont avoir les clés. Ils ont une assemblée unique. Ils ont une majorité absolue. C'est pas là-dessus qu'ils revendiquent. Oui, mais moi je pense que la première question, c'est de répondre aux soucis des Corses, qui sont des soucis de développement économique, des soucis d'emploi, des soucis d'habitat et des soucis de transport. La question de l'identité corse, la question de la culture corse, elle se traite dans un ensemble plus global qui est un ensemble national. Elle doit être inscrite, cette reconnaissance de l'identité corse, dans la Constitution? Mais c'est pas Corse en tant que tel. Je pense qu'il y a besoin de reconnaître les spécificités territoriales. C'est ce que dit le président de la République. Il y a des territoires, la Bretagne... droit à la différenciation. Je ne sais pas si c'est à la différenciation, en tout cas au fait qu'on puisse porter une culture dans la République, parce que c'est bien ça la question, mais qu'on puisse la porter et l'identifier. Jusqu'à demander l'inscription de la reconnaissance de la Corse comme étant un peuple dans la Constitution. Oui, moi je ne suis pas favorable à ça. Je pense que ça serait aller trop loin parce qu'après on ouvrirait une porte. Moi je pense qu'il faut donner de la liberté au territoire, vraiment. Qu'il faut leur donner la capacité à exprimer leur nature profonde, leur culture, la langue à côté de la langue française. Et en même temps, il faut aussi que ça se passe dans le cadre de la République. Sinon on n'est plus dans la République. Le président de la République, au-delà de la Corse, veut modifier la Constitution pour différentes dispositions. S'il passe par l'article 11, est-ce que vous serez vent debout? Non. Parce que l'article 11 ne prévoit pas que le président de la République passe par un référendum sur une modification des institutions. Là, pour le coup, je suis d'une nature optimiste d'abord. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une voie et un chemin, même si c'est une crête, et que le chemin est assez étroit. Donc, je pense qu'il y a un chemin pour trouver un accord avec le Sénat. Je pense que beaucoup d'entre nous ont envie de réformer. Sur le nombre de parlementaires, sur la procédure législative, sur la Cour de justice de la République, sur le Conseil supérieur de la magistrature. C'est des sujets qui sont posés depuis le début et que, même lors de la campagne présidentielle, un certain nombre portaient aussi, y compris la réduction du nombre de parlementaires. Donc, je pense qu'on peut trouver un accord et un terrain de compromis. Je crois que le Sénat, en tout cas, par la voie de son président... la limite du cumul des mandats dans le temps. Oui, je sais que c'est un point d'achoppement avec le Sénat. Le président du Sénat, notamment. Oui, mais je pense qu'on peut trouver un terrain de compromis. Et il serait mieux que les deux assemblées se saisissent et qu'elles s'autogèrent d'une certaine façon de leur modification et de leur modification de fonctionnement, plutôt que de faire appel au référendum. Mais si on a un point de blocage, je pense qu'il faut qu'on aille au bout de cette réforme. Qui peut passer par oui, alors c'est le débat institutionnel. Oui, pour moi, ça ne vous dérange pas. Non. On continue avec Marc Fesneau et Julie Coulon, Profisi, qui vient nous rejoindre pour poser vos questions, chers internautes. Bonjour Julie. Bonjour Yves, bonjour Marc Fesneau. Alors, on a plusieurs questions, enfin on a de nombreuses questions même, beaucoup de gens réagissent. On a une première de Francis qui nous demande « Comptez-vous œuvrer pour que l'exonération de la taxe d'habitation soit élargie à tous les foyers cette année ?» Cette année, non, puisque ce n'est pas la perspective budgétaire, mais à terme, on voit bien qu'avec 20% qui ne seraient pas exonérés, il y a une question même de justice devant l'impôt. Donc, au bout, le président de la République l'a annoncé, il y aura une suppression de la taxe d'habitation. Au bout du quinquennat, tout le monde sera exonéré de voilà. Alors après, on a besoin, mais de façon séparée, d'une refonte de la fiscalité locale sur les autres taxes. Elle aura lieu? Ah oui, mais d'ailleurs, il y a un travail qui est en train d'être mené par messieurs Bure et Richard, si j'ai bonne mémoire, qui travaillent sur ce qu'on essaie de faire depuis 30 ans, c'est de réformer notre fiscalité locale. Le foncier bâti continue d'exister, le foncier non bâti. Enfin, tout ça a été démantelé au fur et à mesure et on n'a plus une vision globale de la fiscalité locale. Ça veut dire qu'on passe par un nouvel impôt, alors? Non, pas forcément. Enfin, pas un impôt supplémentaire. Après, un remplacement? Un remplacement. D'accord.
Alors on a Jacqueline qui nous dit le MoDem n'existe plus, et c'est vrai, donc le MoDem fait partie de la majorité parlementaire. Est-ce qu'il n'est pas absorbé par La République En Marche au point de disparaître? Non, enfin, alors si le postulat de base c'est dire que le MoDem n'existe plus, c'est compliqué de répondre. Enfin, j'ai pas l'impression que le MoDem n'existe plus. Il a un groupe parlementaire. Factuellement, c'est faux. Il a un groupe parlementaire, on exprime un certain nombre de choses. François Bayrou lui-même exprime un certain nombre de choses. Et donc, on a notre identité propre, notre cohérence de groupe. Par rapport à LREM? C'est d'abord peut-être une histoire commune plus continue entre nous. Et donc, il y a une solidité de conviction collective. Et puis, un certain nombre de sujets que j'évoquais tout à l'heure, sur lesquels, depuis longtemps, nous portons la parole, la décentralisation, le sujet et l'ambition européenne, même si là, on est très convergent avec La République En Marche. L'idée, c'est pas de se différencier pour se différencier. Mais en tout cas, on a nos propres convictions sur un certain nombre de sujets qu'on défend très bien au sein de la majorité présidentielle. Sur l'Europe, vous êtes favorable à une liste commune? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de raison. Y compris avec l'UDI? Ça, c'est la question que se pose avec l'UDI, mais que tous ceux qui pensent le projet européen de la même façon se rassemblent, ça me paraît très logique. D'accord. Alors, on a une question de Thomas qui vient d'arriver et qui demande pourquoi ne pas donner la compétence des EHPAD au privé? Il y a des EHPAD privés. Oui, alors il y a des EHPAD privés, mais c'est financé sur fonds publics quand même, parce que c'est pas parce qu'on le donne au privé qu'il n'y a pas des financements publics. C'est le fonctionnement qui est... C'est le fonctionnement qui est public ou privé, mais les deux existent, les deux types de structures existent. Je pense que la question n'est pas privé ou public, je pense que le service public des EHPAD, c'est pas ça qui est en question, c'est l'évolution de leur structure de population qui est en question et qui pose problème. C'est pas la gestion publique en tant que telle. C'est l'évolution de la société. C'est l'évolution de la société qui pose et le vieillissement de la population, sa plus grande dépendance dans ces établissements qui pose une question. Et c'est pas le privé qui gérerait mieux cette question-là, parce que se poserait de toute façon la même question que vous avez levée, c'est la question du financement de tout cela. Alors on a Francis qui nous pose une deuxième question et qui nous demande comptez-vous œuvrer pour que l'exonération de comptez-vous œuvrer pour que la hausse de la taxe CSG puisse être compensée pour les retraités concernés? Alors, c'est la grande question. Elle est compensée pour la plupart d'entre eux par la diminution progressive de la taxe d'habitation. Ouais. Sur la première année 2018, ça va neutraliser quasiment... Pas pour les plus riches en tous les cas. Hein. Non, mais l'objectif n'était pas cela. Là, on parle de ceux dont on avait dit, et c'est juste, qu'ils n'avaient pas des retraites très élevées, mais comme ils payent la taxe d'habitation, ils vont se voir exonérer de la taxe d'habitation, et c'est une mesure de compensation stricte, si je peux dire, au travers de cette mesure-là. Alors pour ceux qui gagnent beaucoup plus, c'est vrai que dans ce dispositif-là, ils ne sont pas compris, mais on ne peut pas à la fois faire un grief de dire c'est une politique pour les plus favorisés, et en même temps quand on essaie de trouver une politique équilibrée, de pouvoir d'achat et de compensation pour les retraités vis-à-vis de la CSG, de dire le contraire. Dernière question, Julie. Alors, dernière question, vous avez à Belfort un candidat au second tour des législatives partielles. Il ne m'a pas échappé. Face aux Républicains. Vous y croyez, vous, un 48e député MoDem à l'Assemblée? Oui, d'ailleurs, je me suis déplacé la semaine dernière. Christophe Grudler est un bon candidat. C'est jouable, c'est un bon candidat. Je pense qu'il a un travail de mobilisation de l'électorat. On sait bien que les partiels, il y a 30% de votants à Belfort, ce qui n'est pas si mal, honnêtement. C'est une question de mobilisation de l'électorat. Ce n'est pas la question d'ailleurs simplement d'un 48e député, c'est quelqu'un qui défend bien son territoire, qui est présent sur son territoire et qui serait très utile au groupe. Vous y êtes allé avant le premier tour? Oui. Vous allez y retourner? C'est à lui de nous dire, je l'ai eu au téléphone hier. Après, le candidat doit décider de sa campagne aussi. Il a une campagne locale à mener, mais enfin, il a tout notre... Par rapport au premier tour, à l'élection du printemps, il y a un recul quand même. Hein. Oui. Pareil dans le Val d'Oise, d'ailleurs. Oui, recul, mais quand même pas profond quand on regarde... 5 points, 5-6 points. C'est classique dans ce genre parce que c'est une question de mobilisation. Ce qui est très frappant, c'est qu'il y a les Républicains et le reste est totalement émietté. Il y a un effondrement du Front National, une stabilisation de la France insoumise. Vous n'êtes pas inquiet, donc? Vous n'êtes pas inquiet? Enfin, je ne suis pas inquiet, c'est une partielle. Ils n'ont pas valeur je dirais, non, mais d'ailleurs, quand bien même ça aurait été une valeur de test, je ne trouve pas que les résultats de dimanche dernier soient mauvais. Non, mais c'est un scrutin local. Les scores étaient quand même assez hauts pour l'ensemble des candidats, enfin des deux candidats que nous avions en lice dimanche dernier. Non, je ne suis pas inquiet de ça. Après, une partielle est une partielle. On sait l'inertie des partielles et comme parfois c'est difficile dans une partielle, je rappelle que Christophe Brunner n'a pas été élu. C'est le candidat des Républicains qui avait été invalidé. Tout à fait. C'était Marc Fesneau qui répondait à nos questions, on le remercie, à vos questions aussi, et puis à Julie Coulon-Profisi qui s'est fait la médiatrice de vos interrogations ce matin. À demain pour de nouvelles aventures.